Salut à vous, une nouvelle vidéo, on ferait une sorte de zapping de quelques actualités que j'ai trouvées intéressantes, pertinentes, ou alors revenir sur des trucs intéressants à noter. Nous avons là le compte X de Nathalie Yam. Elle dit, le Ghana sert de base arrière aux terroristes qui sévissent dans le Sahel, selon Reuters. Ce n'est pas étonnant quand on sait que le président actuel du Ghana, très francophile, ça veut dire un amoureux excessif de la France, le très francophile amateur de camembert, Nana Akufo-Addo, a été le caniche le plus zélé de Macron quand il s'est agi de déstabiliser le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est ainsi que les autorités ghanéennes ferment les yeux et ferment les oreilles quand les terroristes viennent s'approvisionner en nourriture, en carburant, en explosifs et se soigner dans les hôpitaux du Ghana, ce qui est complètement scandaleux. Il fut une époque où c'est le Faso, le Burkina Faso de Blaise Compaoré, qui servait de base arrière pour déstabiliser les pays voisins. On a vu comment cela s'est retourné contre eux. Ce qui arrive à Maklakla arrivera à Makloklo. C'est important que l'on comprenne pourquoi est-ce que actuellement les dirigeants de l'AES sont paranoïaques. C'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont littéralement cernés d'ennemis. Et le plus énervant, c'est que les ennemis là leur ressemblent. Les ennemis là parlent la même langue qu'eux. Les ennemis là partagent les mêmes cultures. Et c'est donc aberrant, étonnant de se rendre compte qu'ils n'ont pas retenu l'histoire. C'est choquant. Alors, dans les commentaires, il y a une personne qui explique que globalement, ce fait n'est pas étonnant. Cela devient de plus en plus clair pour certains Africains qui peinent à comprendre. Les terroristes sont au service des Occidentaux. Et donc, les pays des pantins des Occidentaux, comme Ado, Talon, etc., sont utilisés comme étant des bases arrière. Utilise ce que j'ai expliqué dans plusieurs webjournaux, là, les djihadistes ou des armées de mercenaires pour différentes opérations de déstabilisation qui servent finalement la finance internationale. Les djihadistes, ils parlent plus des djihadistes dans le texte. Les djihadistes en particulier ne sont pas les ennemis de l'Occident, sont carrément utilisés par l'État profond, je l'ai expliqué à 1000 reprises, comme des supplétifs, hein, pour les opérations noires secrètes de déstabilisation, etc. Et aussi comme bouc émissaire. Bien évidemment, parce que les États occidentaux les payent pour attaquer. Et une fois qu'ils ont attaqué, on dit, ouais, vous voyez, c'est pas de notre faute, ce sont les terroristes. Effectivement, à la fois, ils servent les intérêts géopolitiques et ils servent aussi de bouc émissaire. En fait, c'est parfait, parce qu'ils ont à la fois l'ennemi à combattre, la justification. Ils ont tout en un. Littéralement, en fait, c'est ça le truc. Ils ont tout en un. Et c'est important qu'on comprenne ce genre de choses. Il est écrit, pas étonnant. On se souvient que Macron a donné en direct des ordres au pantin Nana Akufo-Addo, alors chairman de la CEDEAO, pour asphyxier économiquement le Mali. Et Addo a obéi. Et voici la vidéo où il donne l'ordre. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenait ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est quand même très grave ce qu'il vient de dire là, hein, parce qu'il vient clairement de faire comprendre que c'est en France que l'on met des coups de pression à la CEDEAO pour que la CEDEAO agisse contre les pays de la CEDEAO. Je ne sais pas si dans Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, il y a la France dedans, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas lire une carte. J'ai vérifié, j'ai regardé à plein de reprises, il n'y a pas. Attendez, peut-être que c'est moi qui ne maîtrise pas bien la géographie. Alors, me voici. Quand je viens sur l'image de la CEDEAO, je vois le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, Cabo Verde, le Sénégal et le Mali. Vraiment, je cherche, mais je ne vois pas la France. Même là, je vois les présidents de la CEDEAO, je ne vois pas Emmanuel Macron. Si c'est même une ancienne photo, je ne vois pas François Hollande, je ne vois pas Nicolas Sarkozy. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en train de mettre sa bouche dans ça. Je ne comprends vraiment pas. C'est-à-dire, même là, je vois encore CEDEAO, mais le type là même parle de quoi alors à chaque fois. Mais pourquoi est-ce qu'il est autant agité dans les affaires de la CEDEAO même? Que nous avons mis pression. Ça veut clairement dire que c'est donc la France qui contrôle la CEDEAO. Message très clair. Et là, ça date de depuis 2021. Puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous, avec qui? Tu es de la CEDEAO. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent. Et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités. En tout
tout cas je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Voilà, c'est dans ce moment-ci qu'il a reçu les ordres. Que mon type, allez, vas-y, va faire ce qu'on te dit. Quand on dit qu'il faut financer nos organisations nous-mêmes, quand on dit qu'il faut choisir nos dirigeants nous-mêmes, voilà dans quoi est-ce que les gens là nous mènent. C'est-à-dire, c'est un enfant qui vient donner les ordres jusqu'à il parle de prendre des responsabilités. Voir cette vidéo, surtout au début, pour pouvoir comprendre comment est-ce que les Occidentaux amènent les terroristes pour pouvoir justifier leur présence militaire dans les pays riches en ressources et mettre justement la main sur ces ressources. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion, de faire une guerre contre un pays. On va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Il fait parfait, mais maintenant, il va falloir commencer à inventer des contre-narratifs. C'est-à-dire que là, je trouve que en matière de guerre hybride, on subit trop. Et donc, à un moment donné, il va falloir... Mais bien sûr. Ah, voilà, on subit, on est toujours en réaction. Ouais. Alors là, on se demande, on est à moitié paniqué, on se demande comment on va faire pour contrer ce narratif-là. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Il faut vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour vous les mêmes méthodes. Il parle là comme si ça date de maintenant de faire d'infester les trucs avec les fake news. Non, ça date pas de maintenant. Ne faites pas comme si on est trop stupide. Ça date pas de maintenant. Ça date de depuis le début, depuis l'existence des médias. Vous bombardez les gens de fake news. Faites comme si il faut commencer, comme si avant vous aviez une morale. Il n'y avait aucune morale dans ce que vous faisiez. Il n'y a aucune morale dans ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il n'y a aucune morale. Donc ne faites pas comme si à partir de maintenant que vous allez diminuer en morale. C'est pas vrai. Mensonge. On l'a déjà fait, hein. C'est déjà arrivé. On va raconter des choses en Afrique. Juste, où ça a été fait. Oui. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'il faut recoloniser. Toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des pas. Chère Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. C'est peut-être pas à bon escient. Non seulement il est tellement connoté. Coopération. Donc, on comprend très bien que même jusqu'à présent, tout ce qu'ils appellent coopération, aide, entraide, ça consiste à contrôler économiquement les pays africains. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est eux qui le disent. Peut-être quand c'est nous qui le disons, voilà, il y a des gens qui nous disent que nous sommes des ahuris. Ça sort de leur bouche. Voilà les synonymes qu'elles-mêmes utilisent. Elle dit recoloniser. Quand le journaliste corrige, dire enlevons le mot recoloniser, elle dit bon, coopération. Voilà, vu que c'est ça que vous aimez qu'on utilise. Il y a donc coopération, il y a aide. On ne nous a jamais aidé économiquement. Il n'y a jamais eu de coopération économique. Jamais eu. Il y a simplement eu des méthodes de colonisation économique, de contrôle économique, et qu'on a changé la formulation. C'est un peu comme hier, j'écoutais un papa qui disait... c'était laid à entendre. Que le franc CFA a changé. Que vu que les nominations du franc CFA ont changé, ça veut dire que le franc CFA a changé parce que statut juridique. Laissez-moi chercher la vidéo là. Attendez, je vais vous la montrer. C'était aberrant. Voici la vidéo en question. Écoutons nos intellectuels avec le titre « Pourquoi le franc CFA n'a pas été créé par la colonisation ?» Et il commence en disant, écoutez, non, apprenez. Voilà nos intellectuels. Regardez le papa. Peut-être que c'est mon papa de 2 fois. Peut-être qu'il peut même accoucher mon plus vieux grand frère. Et c'est cette génération qui nous éduque. C'est de cette génération que je reçois des leçons. Une génération qui va dire ce qu'il dit là. Vous ne savez pas, apprenez, non? Apprenez. En 1945, la France a créé ce qu'on appelait le Front des colonies françaises d'Afrique. Et il a créé en même temps... Oh là 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 là, mais vous êtes compliqué, vous. Et ce n'est pas qu'à vous que je réponds à l'ensemble des 400 personnes qui nous suivent. On a créé le Front des colonies françaises d'Afrique en 1945. En 1900, je ne sais même pas si je peux me rappeler, 58 a été créé par décret le Front de la communauté française d'Afrique. Franc CFA, c'est une autre monnaie.
En 1972, non. Jusqu'à il le dit en étant sérieux, c'est une autre monnaie. Donc ce n'est absolument pas les mêmes principes. Ça ne suit absolument pas les mêmes règles. C'est sur le contrôle des pays africains. C'est une autre monnaie. Jusqu'à il fait un grand geste du bras. Ah, c'est une autre monnaie. En 1972, non, même dès 60 en fait, mais ça a été concrétisé en 72, a été créé pour l'Afrique centrale. Non, commençons par pour l'Afrique centrale. Le Fonds de la coopération financière en Afrique centrale. C'est ça le franc CFA d'Afrique centrale. Fonds de la coopération financière en Afrique centrale. Le Fonds de l'Afrique de l'Ouest, si vous pouvez me rappeler, c'est le Fonds de la communauté financière africaine. C'est même pas le même nom, même pas. Mais la France... Et parce que ce n'est pas le même nom, ça veut dire que ce n'est pas la même monnaie. Donc comme je suis là, où je change de nom, ça veut dire que ce n'est plus moi. J'ai de nouveaux souvenirs, j'ai une enfance différente. Et j'insistais, ce sont ces gars-ci qui vont venir me donner des leçons. Ce sont ces gars-ci qui vont venir me demander d'apprendre l'histoire. C'est lui ou eux, les mêmes gens, pompeux, parce qu'ils ont un doctorat. Et ils vont venir m'adresser la parole. La France, mais il y a un document juridique, non? Et le document juridique change le nom exprès pour lui donner de nouvelles attributions, de nouvelles missions, de nouveaux membres, de nouveaux fonctionnements. Il y a un document. C'est faux. C'est pas moi je veux. Mais c'est pas veut dire quoi? C'est pas, il y a eu 4 noms pratiquement. Front des colonies françaises d'Afrique, c'est devenu Front de la communauté française d'Afrique, c'est devenu Front à gauche de la coopération financière Afrique, à droite de la communauté financière africaine. C'est deux monnaies aujourd'hui. J'espère qu'il se sent fier. J'ai même fait un commentaire parce que son truc m'a tellement agacé que j'ai répondu parce que comme ça a changé de nom, ça veut dire que c'est une monnaie différente. Ça dit parce qu'ils disent que ça a changé de mission, ça veut dire que ça a changé de mission. D'ailleurs, il essaie de nous faire croire aujourd'hui que les 14 pays de la zone franc, que ce soit Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, sont autonomes et ont une propre économie. Il essaie de nous faire croire que l'intégralité de cette économie n'est pas contrôlée par la France et le trésor français. C'est un papa. Vous allez voir là son background, il aura 800 millions de diplômes. Vous allez voir son background, il a fait une thèse, peut-être même sur ce sujet, qui a été validée. Et c'est ce qu'il vient enseigner à 400 personnes dans un live. Vous allez voir des gens dire, oui, c'est vrai, ce monsieur, il a raison, je suis d'accord avec lui. Vous voyez contre quoi est-ce qu'on se bat? Voilà la génération. Mais comme ils sont plus vieux, voilà, on va leur accorder du crédit. Quand moi je vais venir dire ça, on va dire, non, toi tu ne connais rien. J'ai X docteur qui a 800 doctorats qui m'a dit le contraire. Voilà, on revient sur cette dame qui parlait de recoloniser. Quand on dit, n'utilise plus le mot recoloniser, elle met les synonymes. Recoloniser économiquement, voilà. Elle met les synonymes. Elle commence à dire coopération. Et moi, je rajoute souvent dans le mot coopération, là, ça vient aussi avec le mot aide, les aides en Afrique. Comme ça, on nous a déjà aidé, on a vu. Véronique, Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. C'est peut-être pas à bon escient. Non seulement qui est tellement connoté, c'est bien, oui, qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous, parce que ce mot, évidemment. Mais en revanche, d'aider les pays mis. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Le voilà qui dit aider. J'ai dit quoi? C'est eux qui ont mis les synonymes. C'est eux. Parce que ça la même chose. J'ai dit quoi? Peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Voilà comment est-ce que ces gars fonctionnent. Et puis l'autre là va venir nous dire non, n'est plus la même chose. On continue avec cette vidéo. Point 4. L'objectif de la France et ses amis occidentaux était clair. Il s'agit de la balkanisation du Mali et de la recolonisation militaire de l'Afrique pour prendre le contrôle de ses ressources naturelles. Voici ce reportage français qui en parle ouvertement. 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire non, mais pas du tout, financement. parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats Arabes Unis y ont été associés, l'Arabie Saoudite y a été associée. Mais vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. C'était une interview, je me rappelle de ça. C'est l'avocat de
Kadhafi que l'on était en train de recevoir sur France 24. Et il expliquait donc les méandres de tout ça en disant que c'est l'intégralité des pays de l'OTAN, en plus de l'Arabie Saoudite, qui ont fait en sorte que l'on détruise la Libye. Et vous avez entendu, il a bien fait comprendre que la France à elle seule n'avait pas la capacité de le faire. Il a fallu les États-Unis, l'Italie, bref, tous les pays de l'OTAN, tous, sans exception, pour donner le résultat qu'on a vu en Libye là. Et ce sont les mêmes gens là aujourd'hui qui viennent dire qu'ils nous aident. On a même encore un gars comme Patrice Talon, le président Patrice Talon, qui explique tranquillement aux Béninois que l'intérêt de la CEDEAO est plus important que l'intérêt des Béninois. Il y a le fait de nuire le Niger, il y a le fait vraiment d'être un problème, d'être une nuisance pour le Niger, parce que j'ai été troublé par ces paroles. On va écouter, vous allez entendre vous-même. Peut-être que c'est moi qui interprète mal. Le pays dans son rôle et parfois est acteur de la plaque. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina et du Mali. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. Moi, j'ai entendu mes populations majoritairement dire qu'il ne faut pas sanctionner le Niger. Parce que c'est nos frères et sœurs qui vont souffrir. Le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Les Nigériens préfèrent maintenant faire passer leurs marchandises par le Togo, puisque le Togo apparemment n'a pas respecté les décisions de la CEDEAO dans ce sens-là, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour les caisses de l'État. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation, vu que les Nigériens aussi disent, puisque les Togolais les ont aidés, qu'ils n'ont plus envie de passer par le Bénin? Quel conseil vous nous donneriez, vous, sur le Niger? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un pays qui n'a pas respecté les recommandations de la CEDEAO et de l'UMOA, n'est-ce pas? Et que donc les frontières ne sont pas fermées. Quel conseil que vous me donnez en tant que citoyen béninois? Alors, votre conseil, c'est que le Bénin, également, ne respecte pas non, je n'ai pas dit décision. C'est de voir les intérêts du Bénin aussi. Quels sont les intérêts du Bénin dans ces conditions? Et là, vous pouvez mais j'ai dit prendre la même une décision. chose. Du fait de nos intérêts, il ne faut pas que le Bénin respecte les décisions de la CEDEAO et de l'UMOA, en raison de nos intérêts. Ah, vous n'avez pas dit ça? D'accord. Ouais. Mais le Bénin n'est plus du genre à ne pas respecter, même à l'intérieur de notre pays. Si chacun de vous, chacun doit, au gré de son intérêt, ne pas respecter les règles de la communauté béninoise, est-ce que ce serait bien? Vous voulez que moi je vous dise que le Bénin ne respectera pas, en cause de ses intérêts, les prescriptions de notre communauté commune? Alors demain vous me direz, Monsieur le Président, cause de mes intérêts, moi, en raison de mes intérêts propres, je ne veux plus respecter une telle disposition, une telle règle du Bénin. Et vous aurez raison, puisque moi je donne l'exemple. Non, ne ris pas, ne nous prends pas pour des idiots, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est simplement en train d'essayer de dire que est-ce que pour les intérêts de la CEDEAO, le Bénin doit attaquer ou le Bénin doit être une gêne pour le Niger? C'est en fait ça la question. Est-ce que c'est intéressant pour le Bénin, même si le Bénin fait partie de la CEDEAO, de faire ça au Niger? Ok. Bon, la CEDEAO ordonne à ce qu'on élimine l'intégralité du Bénin ou qu'on annexe le Bénin. Le Bénin accepte parce que ce sont les intérêts de la CEDEAO. Pourquoi est-ce qu'on veut même nous prendre pour des idiots? Non, qu'il ne fasse pas son riz, n'a quoi là. Qu'on ne nous prenne pas pour des idiots. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les règles de la communauté dans laquelle on est. On est simplement en train de dire, est-ce qu'au nom de ces règles-là, on va nuire aux autres personnes? C'est ça la question. Est-ce qu'au nom de cette communauté, on va nuire à un autre membre de la communauté? Mais on est là, toujours en train de nous prendre pour des idiots. Mais bon, il est influent, c'est le président, il a un sourire, n'a quoi, il est puissant, il effraie les gens, et puis il pense qu'il a raison. C'est pas parce que tu effraies les gens que ça veut dire que tu as raison. Non. On va terminer sur un ton beaucoup plus pertinent, c'est que, si vous vous souvenez, l'année dernière, il avait été décrété au Burkina Faso l'usage du Faso Dan Fani pour tous les uniformes scolaires. Une réforme implémentée sur une période de 4 ans, le temps vraiment que toutes les écoles intègrent ça. Aujourd'hui, il est décidé du remplacement de la toge. Attendez, je vous montre. Voilà, de la toge, il est décidé du remplacement de cette toge-ci pour pouvoir mettre ça. Voilà. On a remplacé les toges importées par une tenue d'audience de fabrication locale pour les magistrats et les greffiers. En plus, regardez comment c'est beaucoup plus beau. C'est beau, c'est élégant.
Voilà. Nathalie Yam dit donc que je suis certaine que bientôt, les tenues des policiers, des avocats, des huissiers, etc. seront également concernées par une certaine série de changements. Ce que le président Ibrahim Traoré fait, non seulement pour l'émancipation culturelle, mais également pour l'économie burkinabé, est admirable et louable. Et c'est ce que les pays africains producteurs de coton devraient faire. Quelle vanne dissimulée. Allez, on félicite et on imite. Effectivement, on félicite et on imite. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez-moi vos analyses, vos avis. Et on se retrouve une prochaine fois.